Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche, toujours en compagnie de Ali, de Catch Club, de Christophe, de Ajus, et bien sûr, il y a toujours un peu de stress là maintenant parce qu'on ne sait jamais ce qu'elles vont nous sortir, hein, leurs attributs, leurs fondements. Les pop de Ali de Catch Club. Salut les pop. Oh ouais, salut la caméra. Oh oui, montre-nous tels que nous sommes, belle. Oui. Non, mais bonjour quand même. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Cloche, deuxième partie de WrestleMania à Orlando, en Floride. Aucun rapport avec l'accent. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche. Je pense que les pop sont survoltés, surexcités. On est surexcités, mais pas pour ce que vous croyez. Non. Elles sont dans cet état à cause de WrestleMania 33. Christophe va nous raconter son expérience en détail. Si je peux déjà... Nous aussi, on veut raconter notre expérience. Non. Si je peux déjà faire une remarque, et du coup, toi tu étais sur place, tu vas me dire ce que tu en penses, mais rien que par rapport au stade, à l'entrée, etc. Le décor. C'est un des plus beaux WrestleMania, je trouve, de ces 10-15 dernières années, mais facilement, quoi. Au niveau de la mise en scène, Ouais. certainement, oui. Oui, après, il y a aussi des moments mythiques hein, qu'on évoquera dans quelques instants, un retour exceptionnel. Mais oui, le décor, la mise en scène, ces montagnes russes, Dans le niveau du l'entrée de décor, WrestleMania, franchement, c'est fou. qui rend hommage bien sûr à Orlando, puisque Orlando, il y a Universal Studios, il y a Disney, il y a plein de parcs d'attractions. C'est un peu d'ailleurs la ville des parcs d'attractions. Bon, il y en a beaucoup aux États-Unis, hein, des villes de parcs d'attractions. Mais voilà, bref, oui, c'est vrai. Ouais. Magnifique, le stade est beau. On en profitera assez magnifiquement, et j'ai envie de dire, parce qu'on sera très haut dans le stade. C'est vrai, un peu une déception au début, mais au final, c'est quand même sympa de surélever, enfin, d'être au-dessus de tout ça, quoi. De pouvoir voir tout ça de haut. C'est assez ouf, quoi. On s'était arrêté donc sur le parking. Ils sont Voilà. arrivés en costard à 11h. Il fait 50 degrés et vous attendez 1 heure. Quasiment, oui. Tom Carlucci va arriver avec tout le reste des commentateurs. En fait, on est les deux seuls glands à venir par nos propres moyens. Je sais que c'est l'une des premières fois où on avait utilisé Uber. C'était Barbara de l'agence de presse. Je la cite parce que je l'apprécie énormément et elle a toujours été d'une grande aide. Et elle nous avait dit c'est pas possible que vous soyez obligé de vous-même gérer vos transports et tout. Moi, je vous réserve un Uber de France. Parce qu'après, on découvrait plus ou moins ce genre de technologie. Hein. Excusez-nous, on est un peu en retard. Les années suivantes, on Uberera nous-mêmes. Mais là, c'était un peu nouveau pour nous. Et puis, il y avait toujours cette galère de comment y aller. Parce que tous les autres commentateurs, ils viennent en bus, en minibus. Ce qui sera d'ailleurs le cas au WrestleMania suivant. Ce qui donnera lieu à des moments vraiment sympas et des belles photos qu'on vous diffusera à ce moment-là. Enfin, si monsieur veut bien. Non, je dis ça parce qu'il y a 2 épisodes de ça, je voulais le dire. Il y avait les tweets, il devait mettre les tweets de tous les gens un peu connus qui avaient dit des trucs sympas sur moi parce que ça arrive jamais et le mec il les a pas mis. Je lui envoie un SMS, mais t'as pas mis les tweets. Ah, tu voulais que je les mette. Ah bon, pardon. J'ai pas que ça à foutre, moi j'ai mes reviews, j'ai bientôt 100 000. Oh, j'ai oublié tout ça, j'ai oublié sur... Voilà. Bon. Donc, on est obligé de se débrouiller. C'est toujours un peu galère parce que on connaît pas les lieux. Les Américains, tu me diras, ne connaissent pas forcément non plus, mais ils ont toute la WWE derrière qui organise des choses. Nous, on est toujours 2 cons de Français à l'autre bout du monde à devoir se dire comment on y va. Et toujours, évidemment, on arrive une demi-heure avant parce qu'on se dit, on sait pas, est-ce qu'il va y avoir des bouchons? Est-ce que... Alors, bien sûr, on regarde avant sur Internet, oui, 20 minutes de route, 1 heure, ça dépend d'où sont les stades. Parce que les stades sont généralement un peu éloignés quand même des villes. On le sait, à New York notamment, c'est la galère totale pour aller au MetLife Stadium, quoi. Mais là, bon, voilà, donc on attend 1 heure, et comme je l'évoquais lors de l'épisode précédent, parce que je m'en souviens très bien, c'était il y a 10 minutes pour nous. Donc, on est là, puis Tom nous dit, ouais, c'est bon, on est arrivé, le temps de nous installer, ouais, vas-y, installe-toi, t'as raison, prends un café, nous, on a que ça à foutre, hein. On a déjà 3 installations, on n'a rien appris à boire, hein, on est des connards, on est le genre de connards à aller dans le désert, sans emmener ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau de 10 centilitres, quoi, une mignonnette d'eau, quoi. Donc on est là, on en chie, et finalement... Tom Carlucci arrive avec nos passes, et pas bonjour, pas bonsoir, pas comment ça va, putain vous êtes en costume. Oui, pardon, tu veux un t-shirt? Le mec il nous engueule mais direct quoi, et on lui dit mais Tom, pardon, enfin oui, on a eu ton truc. Non mais parce que je vous ai dit de pas venir.
oui, mais Tom, c'est WrestleMania, excuse-nous. Alors on fait un petit peu, on détend l'atmosphère. Ouais, on est français, on va pas venir en short et en claquette, on est quand même pas allemand. Oui, mais je vous avais dit, oui, bon. On se dit, bon, bah, super, merci quoi. Pas bonjour, pas les gars, vous avez fait bon voyage, pas putain, je vous ai dit de venir à 11h, il est quand même midi et demi. Non, il était pas midi et demi, mais on se dit, la journée commence super bien. Il devait être tendu. Mais évidemment. Il devait être tendu. Non, mais on le sait. Je le dis avec d'autant plus de facilité que franchement, moi j'aime beaucoup Tom Carlucci. Ça a été un honneur de bosser avec lui et je dis ça sincèrement. Hein, c'est pas du tout pour rattraper ce que je viens de dire, mais effectivement, le gars était super tendu. Le mec, 40 ans de boîte et il arrivait quand même à WrestleMania tendu du slip. C'était le jour de l'année où il avait le plus de responsabilités vraiment parce que il devait tous nous gérer. Je l'ai déjà expliqué. On était 10 là quasiment. Quasiment 10 pays, je crois. Parce que oui, 8. Ah bon. Les Chinois, les Indiens, les Allemands, les Japonais, j'en oublie évidemment, les Russes, bien sûr. Et enfin, voilà. Donc, stressé, mais bon, on s'est quand même dit avec Philippe, c'est quand même autre chose que le côté européen. En Europe, tu commences quand même par dire bonjour, par dire ça va, vous avez fait bon voyage, et puis ensuite, tu places discretos. Je vous avais dit de ne pas venir en costume, vous n'étiez pas obligé. Voilà. Surtout que c'est en plus notre responsabilité, c'est nous qui avons crevé de chaud, quoi. Ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Donc voilà, bon, finalement, il nous ramène, on s'excuse hein, d'être venu en costume, s'excuse d'avoir crevé de chaud pendant 1 heure, hein, donc c'est toute l'ironie de la situation. Puis il nous amène dans la salle qui sera... notre salle à nous, des commentateurs étrangers, qui, si je ne me trompe pas, et je ne crois pas me tromper, c'est assez amusant, sera un endroit où, quand le public va rentrer, eh ben, le public pourra quasiment rentrer dans la salle. Enfin, on sera dans un côté du stade où, plus tard dans la soirée, les gens seront, tu vois, pour pouvoir rentrer dans leur place. Ben, s'ils veulent, ils peuvent ouvrir une porte et boum, c'est nous. Salut. Okay. Bon, on ne sera pas là puisqu'on sera à nos tables de commentateurs, mais voilà. Donc on sera dans cet endroit-là. Et puis comme d'hab, ben, on arrive, on dit bonjour évidemment à tout le monde. Et puis on va se rendre immédiatement au catering pour manger et boire, surtout s'hydrater. Ah oui, parce que là, on vient de perdre surtout Philippe à l'époque. Hein. Moi, j'étais encore à peu près faim, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais Philippe est beaucoup taux de sudation élevé. En tout cas, on va au catering, c'est là que je vais croiser Aleister Black, qui sera en train de discuter, je ne sais plus avec qui, et il tourne la tête, et il fait « Oh !» Et bah, « Hey !» Enfin voilà, superbe échange, hein, là franchement je l'ai bien fait, hein, vous imaginez bien Aleister Black « Oh !» Et moi « Hey !» « Oh hey !» Voilà, et « Hey hey oh !» Non mais on échange quelques mots. Et... Là tu l'avais pas revu depuis la France quoi. Ah bah non, ouais. non, et je l'avais pas revu depuis de nombreuses années, enfin on avait fait un dernier ICW à Révolution... ensemble du côté du Nord, lorsque je faisais encore une fois par an le show. Mais c'est tout. Et puis on se croisait très peu parce que j'arrivais d'Alsace, donc j'arrivais souvent tard. On se croisait, bonjour, toc toc, comme dirait Riva. Puis hop, le show, et puis hop, je repartais. Donc il n'y avait pas vraiment moyen d'échanger plus que ça, quoi. Mais là, on prend cette photo ensemble, et puis on se dit... Enfin, surtout moi qui lui dis, parce que quand même dingue de se dire qu'on a fait certaines des plus petites salles de France, qui étaient des salles énormes quand même, pour nos amis des Pays-Bas ou de Suisse ou d'Autriche, parce qu'ils n'avaient pas forcément des publics aussi grands. Ça marchait plutôt bien en France. Mais c'est fou de se dire que voilà, on a commencé là, quasiment en même temps, bon, un petit peu avant lui, je suis un peu plus vieux, mais de se retrouver aujourd'hui dans les backstage de WrestleMania, il était en train de parler à des superstars, je sais plus qui, mais des superstars du roster principal, tu vois, et certainement des superstars qui étaient en train de lui dire, putain, félicitations pour tes débuts hier, franchement, on a hâte de voir ce que ça donne, parce que il avait très peu catché aux États-Unis avant d'arriver à la WWE. Ça a été assez rapide pour lui quand même. Donc, dingue de se retrouver dans les backstage de WrestleMania. C'est vraiment... c'est ouf, quoi. C'est incroyable. Et ces backstage étaient assez impressionnants parce que ce stade est gigantesque, encore une fois. Et par exemple, le catering était plus ou moins en extérieur. Parce que on est à Orlando, il fait quand même quasiment beau toute l'année, il arrive de pleuvoir. Mais le toit, en fait, était les gradins
du stade, mais donc tout était ouvert, ça te donnait sur une partie du parking qui avait été caché pour l'occasion, pour que les superstars puissent manger tranquillement, mais c'était super grand. Donc je ne sais pas trop comment décrire, mais en fait, on est au Camping Stadium, et ben c'est un peu ça. C'est un peu ambiance camping. Non mais c'est vrai, parce que le catering, pour une fois, n'est pas dans une salle fermée. Il y a évidemment ce toit de gradin, mais en réalité c'est ouvert. Donc t'as la lumière du jour et tout. Les tables sont des tables un peu de camping. Bon, c'est aussi le cas quand c'est dans une salle fermée. Ce sont des tables de bois qui sont parfois brisées par les superstars. Mais il y a vraiment un peu cette ambiance-là, quoi. Tu vois, il y a des ribs. Bon, il y a quasiment toujours des ribs. Mais c'est une ambiance particulière, quoi. Je m'en souviens vraiment particulièrement de ce truc-là. Déjà, quand t'arrives au catering, puis tu vois Goldberg discuter avec Brock Lesnar. Tu vois... je crois que ce jour-là, il y avait le Taker, par exemple, tu vois, qui était en train de se prendre à manger et à boire. Et tu te dis, putain, je suis dans le meilleur camping du monde. Je suis dans le putain... Où je peux mettre ma tente? Je fous où ma tente? Non, mais c'est vrai. Et l'ambiance était, à part Tom Carlucci, particulièrement détente. Je trouvais, franchement, est-ce que c'était le côté, justement, montagne russe du décor, le côté festif d'Orlando, le fait qu'il fasse 40 degrés, beau et tout. C'était détendu, c'était sympa, c'était vraiment quelque chose... C'est une fête, ça, WrestleMania. Oui, les autres l'étaient certainement aussi, mais celui-là, vraiment, je sais pas, ouais, je l'ai vécu plus comme un côté festif. Je pense que le 30, il y avait la pression du ringside. 31, pression du ringside aussi, et du fait qu'on était en extérieur, soleil horrible. Les premiers matchs, je vous l'avais dit, aveuglé, Randy Orton, ce saligo, non mais... casse notre télé, non mais le mec il fait un match contre Seth Rollins inoubliable, mais il peut pas ne pas penser à notre télé, quoi. Vraiment aucune éducation, c'est Orton. 32, énorme déception parce qu'on n'est pas ringside et qu'on la prend quelques temps avant. Là je vous fais un résumé des épisodes précédents que je vous invite à aller revoir évidemment si ce n'est pas, ou voir, ce n'est pas le cas. Là on est détente, on n'a pas de caméraman, on sait qu'on fera pas d'interview, on était déçus franchement de ne pas faire d'interview et tout, mais voilà, on est là pour bosser. On y est, on sait ce qu'on va faire, on ne sera pas ringside et tout, mais on est présent. Je crois que ce sera le dernier WrestleMania de Hackman que je citais tout à l'heure, quoi. Je crois que c'est là qu'on va voir débarquer nos camarades allemands, il me semble, d'Amérique. Mais j'hésite, parce que je vous parlais d'eux déjà du côté de NXT, donc c'est que je les connaissais déjà, donc j'ai peut-être une année d'avance et que je ne savais pas encore ce que voulait dire DIY. Peut-être que j'étais encore con. Je le suis toujours, tu me dis. Bref, voilà, bonne ambiance. Ambiance détente, ambiance cool, on est content d'être là et on est ravis. Et c'est à ce WrestleMania-là que pendant les trucs, parce que je vous l'avais déjà évoqué et je ne savais plus quand c'était, mais je crois que c'est ce WrestleMania que l'autre ami allemand, Carsten Schaeffer, se fait fumer parce qu'il est en retard aux répétitions, parce qu'il est allé faire pipi au moment où on a été convoqué. J'en avais déjà parlé dans un épisode de La Cloche. Hein. J'avais spoilé. En réalité, c'est, je crois, à ce WrestleMania-là, quoi. Voilà. On n'allait pas faire pipi juste avant. Non, jamais. Non, mais je ne fais pas pipi de la journée. Pas parce qu'à tout moment, on peut vous dire « Ouais, répétition !» Et alors, vous allez à votre place et vous attendez. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas la chose la plus importante à WrestleMania. Donc, les répétitions, en fait, elles peuvent avoir lieu 3-4... j'allais dire 3-4 heures. Non, quand même pas. Mais 15, 20, 30 minutes après. Donc en fait, Carsten Schaeffer était en retard, mais c'est pas de chance, parce que pour une fois, il c'était tout de suite, quoi. Mais ça aussi, c'est un moment vraiment sympa, moi, parce qu'on attend, certes, mais on a le droit aux lunettes de soleil pour les répétitions, donc ça c'est cool, parce qu'il fait beau. Et puis tu vois en fait tout ce qui se passe, tu vois les entrées, tu vois Monsieur McMahon qui est là, qui chapeaute un peu tout, comme ça, on est loin, hein, mais on a aussi notre petit écran, en fait, qui passe les retours des caméras. Donc on voit ce qui se passe. Donc on voit Stephanie McMahon faire cette répétition. On voit les entrées, comment ça se répète. Franchement, vous imaginez pas à quel point, même Stephanie McMahon, par exemple, va s'y reprendre à 2-3 fois pour son texte, ou comment une entrée... On se rend même pas compte quel est le détail qui change, parce que eux, ils ont le réal... qui leur donne des instructions, mais nous on n'entend pas, donc on ne sait pas pourquoi ils doivent refaire 2-3 fois le même truc. Ça te paraît insignifiant, mais pour eux il y a une vraie différence, il y a un vrai truc important, et c'est ce qui fait que WrestleMania, quand tu le regardes le soir, il y a zéro accro, comme dirait l'agence touriste, quoi. C'est là où
où je me sens parfois le plus honoré. Tu vois, parce que là, je me sens partie du truc, je l'ai déjà expliqué, même une petite fourmi dans toute cette histoire, mais aussi que je peux, l'expression française, c'est être une petite souris, regardée par le trou de la serrure, ou mais d'être un témoin privilégié de toute cette mise en scène qui ne gâche en rien en réalité mon plaisir. Et évidemment, la WWE, c'est en plus garder des secrets. L'un des plus beaux secrets de l'histoire de WrestleMania sera gardé magnifiquement. Vous le voyez dans un documentaire sur le network à propos, évidemment, des Hardy Boys, spoiler. Mais voilà, évidemment qu'on ne les a absolument pas aperçus. On le voit comment ils sont gardés précieusement au secret dans des salles et tout. Enfin bon, mais voilà, toute cette mise en scène, il n'y a pas d'autre mot. C'est quelque chose d'assez incroyable et ça fait partie des grands moments de ma vie de fan et de ma vie professionnelle de pouvoir assister à ça. J'ai l'impression de me répéter, de le dire à chaque WrestleMania, mais là c'est d'autant plus vrai parce qu'encore une fois on est au-dessus, donc on surplombe tout, on voit le ring, on voit l'entrée et grâce aux caméras on voit encore plus près. Parce que d'habitude on est à peu près au même niveau que le ring, donc on voit pas mal, mais on est au même niveau, là on surplombe. Donc t'as vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui se passe quoi, dans le ring, les mecs qui vont répéter quelques spots, des gars qui sont en train juste de se taper la discute et de faire des vannes, tu vois, qui se racontent peut-être leur dernière barbecue en famille ou truc, parce qu'ils se connaissent, parce que comment va ta femme, comment vont tes enfants, parce que les catcheurs sont très comme ça, parce que c'est aussi la fraternité des catcheurs, ils sont sur la route, donc ça, tu sais que tu as toujours un peu envie de parler de ta femme, de tes enfants, parce qu'il te manque. Donc, par politesse, les autres catcheurs vont te demander alors comment ils vont, alors le petit, comment il grandit. On l'a vu notamment avec le tragique décès de Luke Harper, Brody Lee. Tout le monde connaissait son enfant parce qu'il parlait de lui tout le temps, et c'est normal. Et c'est exactement comme Philippe. Chaque fois qu'on était en voyage, Philippe, il allait appeler sa femme, puis il revenait. Alors je disais là, ils sont... parce qu'évidemment, les enfants étaient tristes, donc... ils essayaient de pas rester à la maison avec les enfants, donc Madame Chéreau emmenait les enfants faire des activités en famille avec les tontons et tout ça. Donc là ils sont là, qu'est-ce que j'aimerais être avec eux. Tu vois, il y a un côté un petit peu heureux d'être là, mais triste de ne pas être avec eux. Et c'est pareil pour les catcheurs quoi. Donc tout ça en fait se passe dans l'après-midi et ouais voilà, c'est une après-midi. J'en ai un souvenir quand même assez fort de cet après-midi-là et des moments encore échangés toujours avec nos amis indiens. Qui aiment bien me poser des questions parce que c'est plus simple de me poser à moi que d'aller chercher sur Wikipédia pendant 3 heures. Et Funaki, pareil, notre amitié qui grandit petit à petit. Et ouais. Non mais, je veux dire, pour le Ajus que je suis, c'est quand même fou de me dire que je suis pote avec Funaki. Que le mec like plus certaines de mes photos Instagram que certains de mes amis les plus proches. Voilà. Ou de ma famille, sans enfoiré de Charlie Weber. Qui like, pendant un temps il liké tout, maintenant il like plus rien, donc visiblement mes photos ne lui plaisent plus. Mais Funaki, lui, il est toujours là. Merci Foufou. Ah écoute, c'est beau, parce que moi comme je l'ai dit, ce WrestleMania est magnifique, mais on voit que pour toi en plus c'est un très beau souvenir apparemment, oui. à part Tom Carlucci apparemment qui dégainait à droite à gauche tout le monde. Un bon souvenir jusqu'après. Restez avec nous, parce qu'il y a notre... Mais là en tout cas il a déjà dégommé 2 personnes apparemment. Oui. Enfin vous deux, et donc... l'allemand qui était allé faire pipi. Carsten Schreiber. Et puis après, ce qu'on considère, nous, comme l'une de nos plus grandes humiliations. Ouh là là. Mais voilà, en attendant, l'après-midi se passe, comme d'habitude, on prépare, surtout les autres, parce qu'encore une fois, Chéro et moi, on fait tous les weekly, comme on dit, donc on est à peu près prêts. On a toutes les histoires en tête. Et puis, petit à petit, c'est là qu'on découvre donc que notre salle est dans un endroit où les fans arrivent, parce qu'à un moment, tu as cette voix qui dit... doors open in 2 hours, doors open in 1 hour, doors open in 30 minutes, guys, out of the ring, out of the ring. Vous avez une voix dans le stade qui dit aux gens de sortir du ring, parce que c'est exactement la même chose dans les shows indie en France, sauf que on le dit pas au micro, ça m'arrivait de le dire au micro, les gars, j'allais juste au ring et je gueulais sur Senza Volto, arrête de faire des flip-flaps là maintenant, casse-toi du ring. Bon, mais donc... on se rend compte que les portes s'ouvrent, et puis tout d'un coup, on ouvre la porte de notre vestiaire à nous, entre guillemets, et il y a les gens, oh putain. Et en fait, ce qui fait que notre entrée, on va devoir la faire d'une entrée du public en passant dans le stade, au milieu des gens. Donc c'est toujours un peu la folie, évidemment. Funaki est reconnu de toutes et de tous, donc Funaki, Funaki. Alors nous, on fait coucou aussi, parce
on se sent un petit peu important. Et parfois, il y a quand même des Français qui nous saluent, c'est toujours cool, ou des Belges, ou des francophones en général qui nous connaissent. Donc c'est un peu plaisant aussi, quoi. Et petite particularité, cette fois, donc, on est tout en haut, et on est... derrière nous, il y a une loge un peu VIP, avec un bar. Ce qui fera que pendant le show, bah, t'as les mecs à moitié bourrés qui vont passer entre nous, devant nous, et puis tu vois, ils sont un peu bourrés, et puis tout d'un coup ils entendent gueuler en japonais, un truc, ils se retournent, putain, mais c'est quoi ces gars là, c'est qui ces mecs, et voilà, et je crois, je sais plus si c'est Shun Yamaguchi ou l'un des Indiens, mais va profiter de cette loge pour aller pisser pendant un des clips. C'est la seule fois de l'histoire de nos passages à WrestleMania que quelqu'un va se barrer de la table des commentateurs pour aller pisser en plein WrestleMania. Parce que c'est quand même 7 heures. Hein. Et en général, surtout à Orlando, il fait chaud, je l'ai dit, donc tu t'hydrates. Donc tu bois beaucoup. Et donc forcément, à un moment, t'as envie de pisser. Bon, moi, ça m'arrive pas trop parce que le stress fait que non. Mais voilà. Donc ça va arriver, mais... particularité quand même, t'as des gars qui se prennent avec leur... Et le danger en plus, les mecs ont des verres pleins, tu sais, de caipirinha, je sais pas quoi, ouais. Il suffit que le gars trébuche, bam, et c'est plus fini. De commentateurs. Ah, terminé, c'est foutu quoi. Et en plus, la sécurité, bah parfois elle sait pas trop comment réagir. On va en parler de la sécurité lors de ce show, parce qu'il va y avoir une belle presque boulette de la sécurité dans le pré-show. Donc on va... ça y est, on va y aller. Sachez que justement, on va arriver dès le... Pour une fois, ils vont nous mener justement, parce qu'on doit passer par le public, dès le pré-show, à nos places. Donc on va voir tous les matchs du pré-show sans les commenter. Ça va nous permettre de faire nos essais avec la régie du groupe Media One, parce que vous savez que les premiers WrestleMania, pendant 1-2 minutes, il n'y avait pas de son. Parce que du côté des États-Unis, ils oubliaient parfois de monter la bonne molette. C'est pas le mot, mais voilà. Ou du côté de Paris, ils ne savaient pas que... On leur avait dit que ça serait sur le 3, et en fait c'est sur le 8. Donc ils montaient pas forcément non plus là. Là, on pourra faire des essais pendant le pré-show. Et en plus, petite, pas forcément nouveauté, je pense que c'était déjà le cas pendant quelques shows auparavant, mais une ligne directe a été mise en place. Ce qui fait que les mecs peuvent nous parler de la régie à Paris directement dans nos casques pendant tout le show. Okay. Voilà. On se lance avec le kick-off de WrestleMania 33. Donc 3 matchs lors du kick-off. Le premier match, c'était pour le titre Cruiserweight avec Neville, bien entendu, tout fraîchement heel-turné, qui a affronté Austin Harris, qui avait été blessé pendant quelques semaines, quelques mois, Austin Harris, donc il s'était mis notamment à la table des commentaires, etc. Austin Harris qui affronte Neville, victoire de Neville en 15 minutes. Le match est bon, tu vois. Un bon petit match, ouais. Mais en fait, c'est surtout le backlash de ce match derrière. Il y a eu pas mal de réactions suite à ce match, qui apparemment... Comment dire, ce match a mené plus ou moins au départ en fait de Neville et de Austin Harris. Parce non, que... pas de Neville, Austin Harris surtout. Neville, il va rester encore il va pour rester, feuder mais avec on va Enzo. dire, ça fait partie des choses qui ont commencé à le gêner. Les deux catcheurs avaient expliqué dans des interviews qu'ils n'ont pas apprécié d'être sur le kick-off. Parce que voilà, match Cruiserweight, ils pensaient que ça méritait d'être sur la carte principale. Mais je crois que l'affront ultime, c'est que quand le DVD de WrestleMania 33 est sorti... Ils ont été coupés, Ils ont été coupés. Je m'en souviens, ils ont effectivement. Été coupés. Et ça, ils ont jamais compris pourquoi. Il y avait un match qui était coupé sur le DVD. Ouais, et puis en plus, ça reste d'un bon petit match in-ring du show. Enfin, en tout cas, ça vaut pas le coup de le couper. Je comprends. Effectivement, je suis d'accord. Et puis c'est un bonus, hein, je veux dire, si t'es sur DVD, tu touches un peu plus, oui, j'imagine, bien etc. sûr. Donc, tu touches ils étaient vraiment pas contents quoi, d'être coupés du DVD de WrestleMania. Et pour les deux, ça mènera un petit peu à des tensions avec la WWE. Austin Harris, de toute façon, c'était tout le temps tendu. Lui, apparemment, il est connu pour ça, pas parce que c'est un connard ou quoi. Enfin bon, après, voilà, ça, chacun se fera son avis. Je crois qu'il a une haute estime de lui-même quand même. Mais ça veut pas forcément dire qu'on est un connard. Hein. Enfin, je veux dire, je dis ça moi parce que je n'en ai pas de haute estime de moi-même. Mais apparemment, il est un peu comme Punk dans le sens où dès qu'on lui dit fais ci, fais ça, il veut toujours un peu apporter sa touche. Il veut parler, il veut négocier. Et les scénaristes sont pas toujours fans de ça, on va dire. On enchaîne avec Mojo Rawley, qui va remporter une bataille royale, la bataille royale André de Giant, bien entendu. Tout à fait. 33 catcheurs. Je me souviens de la fin, bien sûr. De la fin, je veux dire. Ah oui, évidemment. Je vois que, bon, j'aurais retenu que c'était Jinder Mahal, le dernier éliminé, je le vois là. Mais je vois que je me souviens parfaitement, si maintenant que je dis Jinder Mahal, j'allais dire une superstar, mais c'est lui qui, à l'extérieur du ring, fonce dans un connard au premier rang, hein, un gronk connard. Non, mais oui, voilà. Et le gronk était là. L'un des meilleurs amis visiblement de Mojo, entre surexcités ils s'apprécient, et il lui renverse je crois son verre, ou en tout cas le gronk lui jette à la gueule,
Et puis le Gronk passe par-dessus la barrière. Et là, un membre, alors je sais pas comment on dit, une personne, mais féminine, de la sécurité arrive et plaque le Gronk. Bam là, je comprends pas d'ailleurs comment elle n'a pas été recrutée par la NFL derrière, parce que franchement, elle a pas eu peur, quoi. Je veux dire, Pas du tout. c'est pas Ali ou moi d'ailleurs, hein, parce que je veux dire, certes j'ai pris des kilos, mais quand même j'en impose toujours pas. C'est le Gronk, quoi. Le mec est joueur professionnel de football, il est un petit peu baraque. Elle sait pas qui Elle c'est. s'est jetée dessus, mais j'en ai rien à battre, j'y vais. Ouah, c'était le moment de sa vie, la meuf, quoi. Et elle l'a plaqué jusqu'à ce que les autres gens, les arbitres, arrivent, Ouais. non pas pour aider la meuf, mais pour lui dire non, c'est bon, c'est prévu. Et ouais, mais je pense que c'est pas de sa faute. C'est la personne qui aurait dû la prévenir. Tu peux pas lui reprocher d'avoir fait son travail. Et voilà. Tu peux pas lui reprocher. Comme tu l'as dit exactement à ce moment-là, je pense que la personne qui s'est peut-être fait engueuler, si quelqu'un s'est fait engueuler, ils envoient Tom Carlucci, et c'était forcément la personne qui devait gérer les membres de la sécurité, parce que tu préviens en gros les gens. Non mais attendez. Surtout que Après, cette femme est une membre de la sécurité plus ou moins habituelle de la WWE. C'est pas une personne du stade, comme ça peut arriver dans les gradins. Ce sont les gens du stade ou de la salle dans laquelle se trouve la WWE. Mais en général, lorsque c'est ringside comme ça, là, ce sont des employés de la WWE. Enfin, peut-être qu'ils sont auto-entrepreneurs, mais en tout cas, c'est des gens qui tournent régulièrement avec la WWE. Après, peut-être que les gens qui bossent avec elle se sont dit, bon, elle va reconnaître que c'est Rob Gronkowski. Bah, oui, bah, elle est peut-être fan de. Et que c'est un angle. Peut-être fan de hockey ou de NBA, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça. Au final, elle a pas du tout compris ce que c'était. Elle a fait son taf. Rob Gronkowski n'a pas trop. Parce que lui, sur le coup, comment dire, il bouge pas. Elle l'attrape comme ça et. Bah, heureusement. Il bouge pas. T'imagines s'il lui a mis une droite. tombe pas. Non, mais s'il commence à la tabasser. Spear. Non, il bouge pas. Comme tu l'as dit. Bah, en même temps, depuis qu'on a vu comment le mec il ose même pas sauter ah oui, d'une non, petite plateforme. il est pas du tout fait pour ça. Ouais, on se dit, effectivement, c'est pas le gars le plus courageux du monde. Enfin, on se dit d'ailleurs comment t'as pu faire carrière dans la NFL qui est quand même assez. Il y a de l'impact, quoi. Ah oui, non, ça c'est clair. C'est pas le rugby, évidemment. Hein, je salue tous les fans de rugby. Il y a quand même un peu plus d'impact oui. chez nos amis européens. Mais la NFL, c'est quand même brutal. C'est violent. Et là, il a quand même été un petit peu choqué. Mais heureusement qu'il n'a pas eu de mauvaise réaction vis-à- de cette dame. Non, du coup. Gronk monte sur le ring. Il se prépare dans le coin, il se chauffe et il nous fait son petit coup de bélier, son petit coup d'épaule. À la Jim Duggan. Voilà, à Jinder Mahal. Jinder Mahal qui a deux doigts de se blesser gravement avec les cordes, hein, parce que il se cogne violemment dans les cordes. Ah oui, c'est assez violent, quoi. Mais Jinder, déjà là, qui reste jusqu'à la fin dans cette bataille royale, c'est une petite... comment dire, la WWE qui le met un petit peu en avant, et comme vous allez le voir, ça va décupler lors des prochaines semaines. Oui. Au final, en tout cas, grâce à cette intervention du Gronk, c'est Mojo Rawley qui remporte cette bataille royale. Franchement, le Gronk, en tout cas, Mojo pourra vraiment remercier le Gronk, parce que grâce à lui, il a eu quelques beaux moments ces dernières années, on va dire. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un des rares grands moments de la carrière de Mojo. Ouais, seul gros fait marquant de sa carrière. Oui, puis qui ne mène à rien. Et qui... Contrairement à Cesaro, qui a quand même eu un peu de mise en avant, même si ça n'a pas duré, ou Corbin. Mais Mojo... Mais ce qui est marrant aussi, c'est que tu vois, Aleister Black, Andrade, ils sont pas utilisés depuis des mois, et on est tous un petit peu en train de se plaindre. Mojo, oui, personne... Non, Mojo, on est limite content. Tout le monde s'en fout. Ouais, surtout qu'il nous a... Bah, c'est marrant, parce qu'il nous a fait un peu le même coup que Aleister. Aleister, c'était derrière la porte. Mojo, c'était face à un miroir, là, pendant des semaines. Avec son petit maquillage, là, sur le visage. Mais encore une fois, non, ça n'a mené à rien. Non. Un match qui m'a étonné. Ah, ça a étonné tout le monde, je pense. Niveau de et son eux placement. auraient justement pu se plaindre beaucoup plus que Neville et Austin Harris. Mais c'est vrai que j'avais oublié qu'ils avaient été coupés du DVD. Ce qui, là, par contre, est légitime au niveau des plaintes. Mais ouais, Dean Ambrose contre Baron Corbin pour le titre intercontinental. Le titre intercontinental, qui est l'un des titres les plus importants de l'histoire de la WWE. Et un des membres du Shield. Ouais, non, c'est assez étonnant quand même que Ambrose se retrouve lors du kick-off face à King Corbin. Bon, Ambrose qui remporte son match une dizaine de minutes, mais ils auraient pu se plaindre. Bah oui, Après, oui. honnêtement, quand tu regardes le reste de la, de la carte, il n'y a pas vraiment de match à jeter dans ce WrestleMania. Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter. Franchement, donc je peux comprendre que c'était très compliqué de choisir 3 matchs à placer lors du kick-off. Derrière, on passe à la carte principale. Le kick-off, vous commentiez pas. Non, mais encore une fois, on était déjà à la table des commentateurs. Voilà, et j'avance rapide à la fin du show, quand on s'en va, on va croiser
la dame, qui sera à la sortie, entre guillemets, des artistes. Et on va la croiser, et évidemment, je serai le 50 millième connard à lui faire la vanne. Ah, attention, ne me faites pas mal. Elle a quand même souri. Donc je pense qu'elle s'est pas non plus fait fumer sur place. Ça va, alors. Je pense que encore une fois, c'est la personne qui a oublié de lui dire, qui était responsable. Mais voilà, elle a eu la gentillesse de sourire quand j'ai fait cette blague pourrie, quoi. Genre, ah non, ne me fais pas. Tout va bien, je m'en vais. Qui sait, peut-être qu'elle détestait vraiment le gronk. Ouais, oui, voilà, c'est peut-être un règlement de compte personnel. Je vais me le faire. Ouais, à la faute. Quoi, il fait partie du show. Tu vas voir s'il fait partie du show. Moi, je vais vous créer un show à moi-même. À moi tout seul. Donc voilà, je voulais quand même le préciser. Et n'oubliez pas, teasing, notre plus grande déception slash humiliation de notre carrière quasiment avec Philippe. Juste après ce WrestleMania. Mais d'abord WrestleMania mythique. Vivons d'abord, oui, ces grands moments mythiques, comme tu l'as dit. On démarre avec AJ Styles contre Shane McMahon. Un des meilleurs matchs de la soirée. Honnêtement, un des meilleurs matchs de la soirée. Oui, après, ils ont l'avantage d'être l'opener. Oui, bien sûr. Qui, bon, le faux opener, mais les matchs du pré-show, il fait encore 13 jours, les gens ne sont pas encore forcément dans le stade. Je me demande s'il n'y avait pas eu des problèmes aussi cette année-là pour rentrer dans le stade. Peut-être. J'ai l'impression que c'est tous les ans, de toute façon, quand tu dois faire rentrer plus de 70 000 personnes dans un stade et qu'ils attendent toujours le dernier moment pour ouvrir parce que c'est compliqué. D'autant qu'il y avait des parties, outre notre porte de commentateurs, il y avait d'autres parties qui étaient dans des, entre guillemets, parties ouvertes. Donc je sais que jusqu'au dernier moment, ils avaient dû mettre des barrières et tout ça dans les backstage pour que les gens ne puissent pas se promener n'importe où. Le stade était bizarrement construit, enfin pas construit, ils n'ont pas construit pour ça, mais il était bizarrement fait pour un WrestleMania. Bon. Donc oui, AJ Styles, Shane McMahon, surprenant. Shane McMahon était encore à peu près en forme à ce moment-là. Enfin, je veux dire, je dis pas qu'il ne l'est plus aujourd'hui, mais il m'inquiète. Et je pense que je suis pas le seul à être inquiet quand je vois Shane McMahon oublier ses mots et respirer lourdement. Honnêtement, oui, ça se voit qu'il a pris un petit coup quand même ces dernières années. C'est normal, hein, l'âge. Oui, non, c'est ça, c'est l'âge. Là, honnêtement, il était encore très en forme, mais justement, pourtant, les gens étaient un petit peu déçus que AJ Styles se retrouve face à Shane McMahon. Parce que oui, parce que... Ils espéraient mieux pour AJ Styles, mais il faut savoir que quand tu te retrouves face à Shane McMahon à la WWE, habituellement, c'est quand même un gros match, parce que Shane McMahon est une star, et si on te met face à lui, ça veut dire qu'on te fait confiance pour affronter un McMahon, c'est pas n'importe quoi. Oui, ils savent que tu vas pas le tuer, quoi. Ouais, et... non, bon, cela dit, ils veulent le mettre contre Strowman cette année. Donc, oui. J'ai l'impression qu'ils ont pas peur de grand-chose. Ils nous sortent un énorme match où les deux catcheurs, en fait, s'impressionnent tellement que lors des épisodes de SmackDown suivant, ça va mener à du respect, en fait, entre les deux. Respect. Ils vont se serrer la main, etc. On va voir un autre côté de AJ Styles, mais parce que, voilà, on a... je ne dis pas de bêtises, 20 minutes, donc c'est quand même pas mal en 2017 pour Shane McMahon. J'essaie de rentrer mon ventre pendant qu'il cherche des trucs, mais ça ne fonctionne pas. 20 minutes, AJ Styles, bien entendu, qui remporte le match au final, avec un phénoménal forum. Shane McMahon qui a tenté un Shooting Star Press. Et il rate son Shooting Star Press, mais magnifique, encore une fois, Shooting Star Press. Et derrière AJ Styles qui porte son phénoménal forum. Franchement, c'était une très belle victoire. Même si c'était que Shane McMahon en face, c'était, je trouve, une victoire qui a fait du bien à AJ Styles. Et c'est un beau WrestleMania moment. Au final, ce que tu veux, c'est un moment à WrestleMania. Oui. Je pense que lui, il a eu son moment. Là, face à Shane McMahon. Ensuite, on a le deuxième match. On avait déjà beaucoup évoqué dans les épisodes précédents. C'est vrai que c'est l'une des rivalités principales durant ces derniers mois à la WWE. Et effectivement, Ali nous l'avait dit... Jericho et Owens étaient très déçus, surtout Chris Jericho, d'être dans le deuxième match de la carte principale pour un match que moi j'avais plutôt bien aimé, alors que on le sait hein, grâce au documentaire sur le network, que Monsieur McMahon n'a pas du tout aimé ce match. Il leur a dit oui, à la sortie, ça fait, tu vois, c'est pas cool. Enfin, dans ces moments-là, tu comprends aussi pourquoi Tom Carlucci, par exemple, peut parfois se permettre d'être un petit peu cassant. Le mec, ça fait 40 ans qu'il travaille avec Monsieur McMahon, donc quand quelque chose ne plaît pas à Monsieur McMahon, il te le dit direct. Donc après, c'est comme les enfants battus, tu reproduis. Hein, donc Tom Carlucci reproduit certainement ce qu'il a connu avec sa propre carrière, en quelque sorte, j'imagine. Mais voilà, moi j'avais plutôt bien aimé, puis je reste sur ce doigt légendaire, posé sur la première corde, me semble-t-il, pour ce dégagement. Après un codebreaker, en fait, Kevin Owens qui arrive à se dégager en mettant son doigt sur la corde. Et le match se termine avec un powerbomb sur l'apron. Classique de Kevin Owens. Exactement. Qui gagne le titre de champion des États-Unis dans ce match. Yes, Kevin Owens, champion des États-Unis à WrestleMania.
Ça fait plaisir, sachant que 2-3 ans plus tard, il sera même pas booké, le pauvre, à WrestleMania. J'ai lu une C'était interview. lequel? C'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que l'année dernière, il y était. Mais oui, il y a 2 ans, il était même pas booké sur la carte de WrestleMania. Ce qui fait que j'ai eu une interview cette année. J'ai trouvé ça triste de la part de Kevin Owens. Où on lui demandait ses objectifs par rapport à WrestleMania 37, notamment est-ce qu'il comptait sauter du bateau. Parce Oui. qu'il avait Oui, dit oui, qu'il oui, voulait c'est le vrai. faire l'année dernière. Et il a dit écoutez, il y a 2 ans, je me suis retrouvé pas booké à WrestleMania. Donc je vous avoue que mon objectif, C'est d'y être. c'est simplement d'y être. Et genre, il a un peu avoué, il a fait je vous avoue que oui, non, c'est pas que je baisse mes objectifs, mais c'est qu'au final, c'est une carte. On est beaucoup, c'est compliqué d'être placé. J'ai connu ce que c'était la déception que d'être chez soi pendant un WrestleMania alors que t'es en bon état, t'es pas blessé. Ah, ouais, ouais. Et c'est ça qui doit être horrible quand t'es là, quand tu demandes à être utilisé, il a pas été. Donc là, il a expliqué cette année, c'est simplement d'avoir un match à WrestleMania. On lui souhaite bien entendu, ça a l'air peut-être d'être parti avec Ouais, Sami contre Zayn. Sami Zayn, oui, bah, mm. l'éternelle histoire. L'éternel, ouais. Un peu tristoun quand même de revenir toujours à ça, mais on sait que ça va forcément être bien. Un bon match. Donc voilà. Un bon match. On enchaîne avec Bayley qui conserve le titre féminin dans un fatal 4-way face à Charlotte, Nia Jax et Sasha Banks. Rien de particulier à dire par rapport à ce match. Oui, moi non plus. J'ai pas de souvenir particulier. Bon, je m'en souviens, mais bon, je crois que tout le monde voyait quand même Nia Jax gagner le match. Mais je peux me tromper. J'ai l'impression qu'elle était un peu favorite. Et Bayley qui remporte le match plutôt contre toute attente. Mais voilà, bon, c'est un peu histoire de les mettre sur la carte Oui. finalement et qu'elles aient tout un match parce que il y avait déjà de quoi faire des rivalités en solo. Bah, que C'est ce un soit peu- pour Raw ou pour SmackDown, on va avoir ce genre de SmackDown, match. c'est encore pire. SmackDown, on en met 6. Ah ouais. C'était clairement pour Bam placer les catcheuses sur la carte un maximum. On sait que c'est comme ça à WrestleMania. Derrière. Ah oui, bah ça c'est pour moi c'est l'un des plus grands moments de l'histoire de WrestleMania. Le contexte. Il s'agit d'un combat triple menace pour les titres par équipe, un combat de l'échelle. On les a pas cités encore, mais il faut rappeler que le New Day étaient les hosts Oui. de ce WrestleMania. Ils avaient d'ailleurs ouvert Tout à fait. le bal. Je le précise parce que au moment où ce match va débuter, ce combat triple menace, avec Gallows et Anderson, Cesaro et Sheamus et Enzo et Big Cass, le New Day interrompt les festivités. Et le New Day nous dit, attention, désormais, ça sera un combat Fatal 4-Way, ladder match pour les titres par équipe de Raw. Là, bon, les rumeurs allaient bon train. Depuis des semaines, puisque nos amis Jeff et Matt avaient quitté la TNA, on se disait ils vont revenir à la WWE. Mais eux n'avaient de cesse de nier. 24 heures auparavant, ils étaient encore à la Ring of Honor, si je ne me trompe pas. Contre les Young Bucks, exactement. Dans un match de rêve, pour beaucoup de fans, et puis intergénérationnel. Ouais. Et jusque-là, ils niaient, quoi. Et les gens se disaient, bah non, ils sont à la Ring of Honor, parce que on croyait qu'ils avaient signé un contrat ou quoi, ou qu'est-ce. Et on se disait, lorsque le New Day arrive, bon, ça pourrait être les Hardy Boys, mais ça pourrait très bien aussi être le New Day, puisque ça reste l'équipe la plus en vue de la WWE à cette période, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça serait logique qu'ils s'autoplacent en tant que host dans ce match. Sachant qu'honnêtement, beaucoup de personnes qui sont dans la salle et même qui regardent à la télé ne sont pas comme nous, ne sont pas tout le temps à fond dans les news, etc. Donc il y a beaucoup de personnes dans la salle qui s'attendent pas forcément au retour des Hardys à ce moment-là. Les New Day font leur entrée, la plupart des gens s'attendent. Et les New Day eux-mêmes d'ailleurs commencent ils à jouent faire là-dessus. genre, ils jouent genre, on va enlever nos tenues et tout, ils font un petit peu semblant. Mais d'un coup, on a cette musique qu'on connaît tous tellement bien qu'on n'avait pas entendue depuis des années qui démarre. Et quelle réaction quoi, mais quelle c'est réaction. l'une des plus grosses. vécu ça, mais waouh. Franchement, c'est l'un des plus grands, encore une fois, moments live que j'ai vécu de ma carrière. Vraiment, on a vécu des trucs immenses, hein, WrestleMania 30, tout ça, mais là, parce que, comme je le disais en replaçant le décor, il y avait cette envie, mais il y avait ce côté aussi, non, ne rêvons pas trop. Parce que plusieurs fois déjà, on s'était dit, ah, les Hardy Boys, ils vont revenir, ah, les Hardy Boys, ils seront là. Et puis finalement, ils n'étaient pas là. Et finalement, ils revenaient pas. Et donc, on était déçus. Donc, on ne voulait pas y croire. On préférait se dire non. Et en fait, si. Et justement, l'explosion de joie dans cette salle, c'est là où le catch est beau. C'est là où c'est la communion de tout un stade où tout le monde réagit exactement de la même manière, c'est-à-dire une explosion de joie. T'as limite des gens qui se sont sautés dans les bras,
certainement des larmes ont été versées, et je sais que certains, juste en le vivant ensemble sur AB1 et AB Explore, ont réagi chez eux comme s'ils avaient été dans ce fichu stade, quoi. C'était un moment magique, vraiment l'un des plus grands moments de l'histoire de WrestleMania. Je dis ça en pesant mes mots, mais largement. C'est voilà, parce que la WWE a su faire vraiment excellemment bien, parce qu'on ne le savait pas, et on le comprend pourquoi on ne savait pas, parce qu'ils les ont cachés, même des gars dans les vestiaires, même des autres superstars. J'imagine que les autres participants du match étaient au courant, mais je pense qu'il n'y a que et l'arbitre qui devait être au courant, et puis peut-être les commentateurs américains, mais voilà, sinon tout le monde était gardé au secret, et donc ça fonctionne, et c'est magique. Un truc, enfin voilà, vous l'avez jamais vu, bah, allez-y. Je ne sais pas si ce match a été... Bah si, je sais que les WrestleMania, je crois, sont disponibles gratuitement sur le network, pas besoin de vous abonner. Donc vous pouvez revivre ce moment gratuitement en vous abonnant au network, mais sans payer. Et si vous l'avez déjà vu, vous savez de quoi on parle, quoi. Et là, c'est la rédemption, oui. C'est magnifique, c'est énormément d'émotions, ouais, une joie incalculable. Et franchement, moi après j'ai vu le documentaire où on les voit se faufiler et tout, et quand tu vois la nervosité de Jeff Hardy, le mec a déjà tout connu dans la vie, et puis qui a vécu les pires humiliations, parce qu'il s'est retrouvé en main event d'un pay-per-view TNA, ivre-mort face à Sting, où il se fait screwjobber, mais de manière normale, parce qu'il est ivre-mort, enfin voilà, c'est honteux. Et là, il est tellement stressé, alors que non, tout va bien, t'es sobre, t'es bien physiquement, t'es bien... Pourquoi t'as peur, quoi? Comment tu peux avoir peur que les gens réagissent mal? Enfin, c'est touchant, c'est ce que j'aime beaucoup chez les Hardy Boys, quoi, parce qu'ils ont... Évidemment, ils ont beaucoup de défauts, parce que parfois, Jeff est retombé dans des travers et tout, mais faut pas oublier que ce sont des maladies. Hein. L'addiction, c'est une maladie, et voilà, moi je les trouve touchants pour ça. Il faut pas non plus oublier qu'ils ont perdu leur maman jeune, et que moi j'ai eu la chance justement de ne pas vivre ça, mais je n'ose pas imaginer ce que je serais devenu si j'avais connu ce genre de traumatisme. Voilà. Donc j'ai le plus grand respect pour eux, puis je les trouve touchants, et donc voilà, moi ça m'a d'autant plus touché. Vous pouvez revoir ce documentaire aussi en parallèle de cette cloche. Bon, bref, grand moment, j'en ai encore la chair de poule rien qu'à l'évoquer, quoi. Et là en plus il y avait un petit mystère, parce qu'on avait les rumeurs comme quoi ils allaient potentiellement débarquer, mais on se demandait quelle version va débarquer. Est-ce que ça allait être les Hardys à l'ancienne ou la version d'Elite? Et là la surprise c'est qu'au final non, ils sont revenus en mode à l'ancienne. Après au bout de 15 secondes, Matt n'a pas le choix. Bien sûr, tout de suite la foule était là quand même, il y avait du Delete, donc ça a fait plaisir. Et en plus consécration directement. Il gagne. Il gagne. Non, franchement, j'ai envie de dire, ils auraient peut-être pu mettre ce match un peu plus tard, voire... Non, mais si ce match avait été le main event, on aurait tous su. Mais c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent à égaler ça. Non, c'est clair. Mais puis en plus, Jeff Hardy qui reprend là où il nous avait laissé. Parce que le match se termine avec Matt Hardy qui porte un Twist of Fate à partir des échelles sur Karl Anderson. Et ensuite, on a Jeff Hardy qui sort la méga échelle à l'extérieur du ring, et il fait un Swanton sur Cesaro et Sheamus qui sont tous les deux sur des échelles. C'est Cesaro qui prend le au plus, bord du ring. Malheureusement. Cesaro il prend et l'échelle casse gentiment de l'échelle pour faire style j'ai eu quelque chose. Il a eu les jambes vite fait comme ça de Jeff Hardy. Mais du coup, l'échelle n'a pas cassé pour eux, mais c'était tout de même incroyablement. Ouais, c'est Cesaro qui a pris cher là à ce moment-là. Et derrière, les Hardys qui se retrouvent à nouveau champions en 2017. Donc franchement, magnifique souvenir. Après ce match, on aurait pu arrêter WrestleMania. On était donc sur Cesaro en tout cas qui s'était fait totalement... Ah, on était là-dessus s'était fait totalement démolir. On continue avec ce match intergender, un match mixte. Intergender. Couple contre couple. Donc John Cena et Nikki Bella contre The Miz et Maryse. On avait rappelé lors du pay-per-view précédent en fait que Maryse s'était cognée en coulisses. Nous aussi on veut se faire cogner. Enfin, je veux dire, c'est plutôt Nikki Bella qui avait fait tomber du maquillage, le poudrier, donc Maryse s'était pris la poudre. Mais derrière, il faut également savoir que John Cena avait été invité à des épisodes de Miz TV où The Miz avait reproché à Cena de devenir ce qu'il reprochait lui-même à The Rock. Oui.
donc à Hollywood, etc. Attends-toi Oui, même il y a quelques années. plus être là. Sachant qu'en plus, justement, The Miz était au cœur de cette rivalité également, vu que le premier oui. WrestleMania, c'était Cena Miz où The Rock était arbitre. The Miz, il a vécu tous ces speeches de The Rock qui se foutaient de la gueule de... Oui, il était au 3e plan alors qu'il était champion de la WWE. Enfin, on dit au 2e plan, mais comme ils étaient 3, bah bon. Mais il a vécu en tout cas tous les speeches de Cena qui se moquent de The Rock et lui dit mais écoute maintenant t'es devenu exactement la même chose, t'es un part-timer qui passe plus de temps à Hollywood alors que moi je suis tout le temps là, et pourtant c'est pas moi qui suis sur les posters, c'est pas moi qui suis dans les main events. Plus ou moins exactement en fait la même chose que cette année avec Bad Bunny. Oui, c'est pas faux. C'est pas moi qui suis sur les posters, c'est pas moi qui ai les opportunités, comme etc. Bad Bunny, oui. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ressemblant. Ce qui est marrant avec ce match, c'est que la foule est derrière The Miz. Bah oui, mais parce que le Miz et Maryse, on l'avait évoqué il y a 2 épisodes de cela, me semble-t-il, ont été merveilleux. Ah oui. Avec leur parodie de Cena et Nikki Bella. Alors c'est vrai, moi j'ai jamais regardé Total Bellas. Je me suis retrouvé, je crois, dans un épisode de Total Bellas par hasard. Je vous avais expliqué dans les vestiaires, vous êtes toujours pas loin d'une caméra en train de filmer, que ce soit des légendes en train de parler, qui vont être diffusées dans un 24, ou justement J'avais une fois expliqué qu'il y avait une scène avec Natalia et une autre superstar féminine qui étaient en train d'échanger tout en regardant un écran. Sauf que l'écran était vide. Et j'ai compris après pourquoi. C'est parce que les gens m'ont dit « Ah, t'es dans un épisode de Isabella et tout ». Et je vois l'écran, mais il se passe quelque chose dans l'écran. Et en fait, non, c'était avant le show et elle faisait style à le regarder le show. Voilà, les coulisses de la télé qui n'est absolument pas réalité. Mais donc je ne regardais pas Total Bella, mais j'ai vu quelques épisodes à un moment de Total Bella, justement, parce que quand il y avait Daniel Bryan et John Cena, je me dis tentons le coup. Donc pareil. Je crois avoir vu 2-3 épisodes, et effectivement John Cena est... il est gentil, mais il me fait penser un petit peu à notre ami de la clinique, Yann Colby. Il est comme ça. Hein, il a des règles, c'est comme ça. Et puis si tu les suis pas, enfin je me souviens, le mec qui voulait abattre le chien de Daniel Bryan parce qu'il lui avait mordu le mollet. Le chien fait cette taille, hein, on parle pas d'un pitbull, hein, c'était même pas un chihuahua, c'était un chihuahua. Un tout petit wawa. Il y avait énormément de règles chez lui, les choses n'ont pas le droit de bouger. Après le repas, on va aller fumer un cigare, les femmes n'ont pas le droit de venir, enfin voilà. Il y a un repas en costard une fois par semaine. Oui. Et il obligeait même John Laurinaitis à le faire, quoi. Alors que c'était le beau-père. Mais j'ai l'impression, après, je suis pas certain que John Cena soit comme ça dans la vie. Il y a une partie toujours. Je pense qu'il était le heel de cette histoire. Hein, voilà, tout simplement, ils se sont dit, John Cena, il doit l'être un petit peu, mais voilà, il jouait le heel. Mais donc le Miz et Maryse, pareil, je vous invite à aller revoir ces parodies qui étaient formidables. Moi, j'ai vraiment aimé ce match parce que je trouve que ça se voit en fait. The Miz ne s'attendait pas à un tel support de la part des fans, un tel soutien. Et pendant le match lui-même, il est étonné. Il commence à se lancer, il est étonné, donc il relance la foule, il échauffe, etc. Par contre, j'ai regardé ce match vraiment il y a 2-3 jours, je crois, et au début, tu crois que ça va peut-être un petit peu durer, mais le match est super court, non ? Ouais, moins de 10 minutes. Oui, moins de 10 minutes, et encore, ça paraît encore plus court. Parce qu'en fait, il joue tellement avec la foule qu'il se passe pas grand-chose. C'est beaucoup de jeux avec la foule, très peu de prises, et dès que Cena et Nikki Bella accélèrent, en fait, ils souffrent un petit peu pendant quelques minutes. Dès qu'ils accélèrent, c'est gagné. Ça se termine avec, voilà, ils portent tous les deux leur finisher. Oui, mais parce que le but du match, c'était ce qui se passe après. La fameuse demande en mariage. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, comme chantait beaucoup mieux que ça, évidemment, Georges Brassens. C'est un petit peu ce que John Cena a fait. Hein. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Hein, je te demande en mariage, mais jamais je ne t'épouserai, ma chère. C'est ça, donc bon. Demande en mariage qui est effectuée à ce moment-là en 2007. Nikki Bella qui accepte. Mais quelques mois plus tard, on le rappelle, Nikki Bella et John Cena qui vont au final se séparer. Mais au final, ça colle tellement à John Cena, tu vois. John Cena, c'est la WWE, sa vie, c'est la WWE. Il fallait que sa demande en mariage ait lieu lors d'un WrestleMania. Tous les deux sont pour info très heureux aujourd'hui. John Cena en couple, Nikki Bella maintenant en couple aussi avec Artem et avec un bébé. Artem Bedarfa ? Je ne savais pas, quoi. Artem Chikvintsev. Chikvintsev, très exactement. D'accord. Oui, le danseur. Oui, danseur de Danse avec les stars avec lequel elle a dansé. En général, je me souviens plus quelle star française avait demandé à avoir un danseur gay explicitement parce qu'elle avait peur que son mari soit jaloux. Mais je sais quand il y a eu un peu le même genre d'histoire en France dans Danse avec les stars, je crois je sais pas si c'est Alizé, je crois de tête comme ça. Ah, je crois que tu as raison. Mais je sais j'ai jamais parce que je regarde pas non plus, voilà. Ah, voilà, on regarde pas mais on sait tout. Mais je regarde pas la télé, mais j'ai vu 4 saisons. Bon, j'ai entendu parler professionnellement, je suis obligé. Je regarde. Non mais le porno je regarde pas, mais enfin bon. J'en ai entendu parler. Voilà.
On enchaîne avec Seth Rollins contre Triple H, un match qu'on attendait également énormément parce qu'il avait failli sauter. Il avait failli sauter, on avait expliqué que Seth Rollins s'était reblessé quand Samoa Joe avait fait ses débuts à la jambe, ce qui fait que pendant 2-3 semaines on ne sait pas trop si le match va avoir lieu, puis au final il signe le match, mais en fait c'est un unsanctioned match, c'est-à-dire que voilà, le match n'est pas reconnu par la fédération. Oui, la WWE s'en lave les mains. Voilà, faites ce que vous voulez, s'il y a des blessés, etc., on peut pas nous tenir... Oui. responsable, en tout cas. Oui, c'est juste, enfin, c'est une manière dissimulée de dire sans disqualification. Voilà, c'est pour impressionner les fans. Voilà, et encore, je dirais pas les fans, mais le public lambda Oui. qui serait là, ils disent, oh purée, attention, c'est pas sanctionné. Tu nous avais parlé de Stephanie McMahon, donc tu avais vu parce qu'elle présente Triple H lors du match, etc. Et elle va intervenir également, bien entendu, lors du finish. Oui, elle tombe, elle se prend la table. Elle essaie d'étrangler Seth Rollins. Donc Seth Rollins se dégage. Il pousse Triple H une première fois, mais la première fois il l'évite. Il s'arrête juste devant Stephanie en mode non, c'est bon, je vais pas tomber sur ma fan quand même. Sauf que derrière, le monsieur se prend un super kick. Et là, il tombe en arrière. Et bim! Grosse chute, hein, franchement. Oui, parce que comme dit, impressionnant. C'est pas simple de casser une table, quoi. Si, quand tu fais 120 kilos, mais Stéphanie voilà, McMahon est loin de les faire. Bien sûr. Et les tables, pour le coup, sont de vraies tables en bois, comme vous en voyez parfois dans les kermesses ou autres. Et on voit des vidéos à la con sur internet de mecs qui tentent de le faire et ils s'arrachent le dos. Et bon, je ne vous dis pas que la table n'était peut-être pas préparée en amont, mais enfin, faut quand même. C'est une McMahon. Encore une fois, oui, c'est clair. Stephanie McMahon, elle a certainement beaucoup de défauts et vous le savez, moi je l'apprécie et principalement pour ses qualités humaines. Mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'elle ne se sera jamais donnée pour sa fédération, que ce soit physiquement, mais aussi moralement. Je veux dire, elle a pris toutes les insultes possibles et imaginables. J'ai entendu dire que ça commençait à Peacock aux États-Unis à censurer un petit peu les anciens shows, des scènes, c'est vrai aujourd'hui, difficilement regardables, mais comme beaucoup de fans, moi je suis plutôt d'avis qu'il ne faudrait pas censurer, mais à la rigueur mettre un disclaimer. Oui, je sais pas comment, un disclaimer si vous préférez, mais c'est ce que fait Walt Disney, annonce, voilà, notamment. Les autres mettent une annonce en disant les images que vous allez voir datent d'une autre époque. Ça ne veut pas forcément dire que c'était louable à cette époque, mais en tout cas... Les mentalités étaient différentes. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça, mais... Je sais que Disney dit, oui, si on avait coupé, ça voudrait dire que ça n'a jamais existé, alors que non, ça a existé, et on ne va pas vous le cacher. Je pense que, voilà. Et Stephanie McMahon a subi des insultes et des vannes qui, aujourd'hui, ne passeraient plus du tout. Chris Jericho, notamment, a fait beaucoup de promos sur Stephanie McMahon à une période où Stephanie avait subi quelques opérations. Mais voilà, ce match, 25 minutes 30 secondes... étonnamment le match le plus long de cette édition de WrestleMania. Un bon petit match, sympa, mais je crois que les gens... Enfin voilà, tout le monde savait que Seth Rollins allait gagner, qu'il allait devenir le Kingslayer. Ça ponctue une rivalité sympa aussi, mais j'ai l'impression que depuis, et ça date alors, hein, parce que quasiment 8 ans, depuis Triple H Orton, on a un peu trop vécu ça. On a un peu trop vécu la grosse feud Triple H avec une autre superstar et l'autre superstar qui va se payer Triple H à WrestleMania. Je suis d'accord. Après, ce qu'on a vécu avec Reigns. Je pense que les gens ont toujours quand même un petit doute avec Triple H, tu vois. Au fond, tu sais peut-être jamais quand même. Du temps de Sheamus, oui, mais depuis... plus tellement, je trouve. Mais c'est vrai que là, voilà, ça paraissait logique, évident pour tout le monde que Rollins gagne ce match. Et puis le match est long, donc et Triple H a beaucoup de hits, il domine beaucoup la rencontre. Il profite de cette blessure justement pour dominer pas mal, donc... Moi, j'ose être critique, parce que je rappelle bien entendu que Triple H est un patron quand même. Mais non, ils m'ont viré, les gars. Mais tout va bien. J'ose être critique, j'avoue que je trouve... Triple H est bien entendu un très grand catcheur, mais qui souhaite... je trouve parfois trop se mettre en avant. À des moments où c'est pas forcément obligé. Après, comme dit, c'est une opinion vraiment personnelle. Hein. C'est moi. Non, mais n'aie pas peur, t'as le droit de le dire. Je sais qu'il est très adoré, que c'est mais je pense que c'est aussi partagé par beaucoup de gens. Mais après, c'est-à-dire que la force de Triple H, c'est qu'à côté, il fait aussi des choses formidables. Mais oui, non, il nous a fait rêver avec NXT. Là, c'est vrai que je me dis, Rollins, ça aurait peut-être... Je comprends le côté Kingslayer, parce que Triple H reste Triple H. Et il reste, de sa génération, l'un des seuls qui peut encore taper des matchs de haut niveau.
parce que son corps lui permet, il s'entraîne encore suffisamment pour. Je crois pas qu'on ait un jour vu Triple H pris à défaut physiquement. Parce que quand il doit être là, il est là. Peut-être dernière fois en Arabie Saoudite, peut-être. Le tag Oui, avec oui, les Brothers d'accord, of ouais. Destruction. Oui, là, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas WrestleMania pour moi. Oui, bien Ces sûr, shows-là c'est vrai, c'est vrai. ne comptent pas au niveau image d'un WrestleMania. Mais là où je voulais en venir, c'est que je me dis peut-être que Rollins aurait pu avoir une rivalité face à quelqu'un de plus jeune. Non, mais je comprends le côté Rollins bat Triple H à WrestleMania. Effectivement, il devient le Kingslayer et ça va être un surnom qui va lui coller à la peau jusqu'à ce qu'il slay the beast. Donc c'est un match important dans la carrière de Rollins et c'est un match dont on se souvient. Tu vois, il y a beaucoup de matchs qu'on oublie. Le match où il bat Triple H à WrestleMania, la fin d'ailleurs, Stéphanie qui passera à la table, on s'en souvient. Donc c'est que le travail n'a pas été si mal fait. Mais ça colle aussi un petit peu avec ce que disait CM Punk à l'époque, 5 ans auparavant, enfin non, là on est à 33, donc 3 ans auparavant, à WrestleMania 30. À WrestleMania 30, à la base, ce qui était censé avoir lieu et ce qui était booké, c'était Triple H contre CM Punk. Oui. CM Punk avait dit face à Triple H en coulisses, et il en a parlé dans une interview, où à un moment il se retrouve en coulisses avec Vince McMahon et Triple H, il a dit à Triple H, mais moi j'ai pas besoin de t'affronter. Je suis désolé, mais moi aujourd'hui à la WWE, j'ai pas besoin de t'affronter, c'est plus toi qui a besoin de m'affronter à WrestleMania. Et déjà à cette époque-là, CM Punk expliquait que voilà, non, à WrestleMania 30, moi je suis une grande star, il faut que j'affronte plus quelqu'un de jeune pour faire bouger les choses. Un match contre Triple H ne servait à rien. Je suis le champion, règne le plus long. Mais Triple H voulait être sur la carte face à Punk, etc. Et c'est notamment pour ça que Punk avait quitté la WWE après le Royal Rumble, 3 ans auparavant. Donc bon, voilà, comme on l'a dit, Seth Rollins qui enchaîne avec une bonne victoire. Derrière, ça, il pourra passer à autre chose. En tout cas, ça sera terminé avec Triple H. Randy Orton contre Bray Wyatt. On a tous le même souvenir. Alors déjà, ça commence avec le spermatozoïde géant pour l'entrée d'Orton. Oui. Ça ressemblait exactement à ça. C'est exactement parce que ce que je me suis dit. Visiblement, les a étudiés. Ah non, mais quand j'ai vu cette bio. entrée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu laisser ça comme serpent? Ça ressemble à un petit spermatozoïde. C'était tout ce qui a pas de pas impressionnant. Et ensuite, on a ces projections lors du match sur le ring qui sert en fait d'écran, le ring. Ouais. Et vous avez des insectes qui sont projetés 2-3 fois dessus. C'était censé déconcentrer Randy Orton, le mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que je pense c'était les balbutiements de ce qui nous mènera au combat cinématique, comme on les appelle aujourd'hui. Sauf que il y a vraiment du public. Donc il y a moins d'artifices possibles que ce qu'on a vécu notamment là avec cette rivalité, le Fiend, Orton et tout ça. Mais bon, c'était très décevant. Heureusement, ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça dure pas longtemps. C'est pour le titre de la WWE. Le match dure moins longtemps que tous les matchs d'avant. Non, à part, je crois, le match féminin. À part le match mixte. Mais ouais, regarde. Ouais, non, il n'y a pas un seul match, même en pré-show, qui dure moins longtemps que ce match. Non, mais ça se sentait que la WWE n'était pas... Bray Wyatt était certes champion, mais... il était champion à Elimination Chamber, et là il perd le titre. Mais voilà, c'était très, très secondaire. Moi je dis grosse pour les déception, gens. Et je trouve qu'ils n'auraient pas dû faire perdre Bray Wyatt en ce jour-là. plus, bien sûr. Avec tout le respect que je dois à Randy Orton, que j'adore, et j'adore vraiment son travail. Totalement. Sincèrement en plus, mais parce que comme un peu pour les Hardy, Orton, je l'ai vu débuter, et j'ai commenté quasiment tous ses grands matchs, et presque tous ses matchs, même avant, puisque j'ai pu faire aussi des DVD où il était encore dans la Florida Championship Wrestling. Donc voilà, mais là, je pense que ça aurait fait du bien à Bray Wyatt de conserver. Là. Clairement. Ça mènera derrière un Bray Wyatt qui se perdra peut-être un petit peu lors des prochains mois, puis qui disparaîtra pour renaître, bien entendu. On passe à l'un des main events, bien entendu, de cette soirée. Brock Lesnar contre Goldberg. Goldberg, on se rappelle, qui a remporté le titre universel face à Kevin Owens à Fastlane. Il défend son titre face à Brock Lesnar. Les deux s'étaient affrontés quelques mois auparavant et Goldberg l'avait humilié. Oui, Survivor Series, en novembre dernier. Là, c'est l'ultime, on peut même plus parler de revanche, puisque Goldberg a gagné tous les combats précédents, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein. Oui, aussi. Et Lesnar n'avait à WrestleMania 20. Et Lesnar... mais cette fois, le titre est en jeu. Et je sais que c'est un match peu aimé des fans, mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve que parce que ça fait le boulot, parce que justement, ça dure pas 25 minutes, parce que les deux entrées sont impressionnantes. T'es à WrestleMania.
Et il y a un côté réaliste. Effectivement, t'as 2 bœufs, ils vont pas commencer à faire de prises de tête, ils vont pas commencer à faire des bras à la volée. Non, ça se rentre dans la gueule, ça dure 5 minutes, et tu sors de là, oh putain, on y va. Et voilà. Donc moi, bravo aux deux. Quand tu utilises Goldberg et Lesnar de cette manière, je dis oui. On peut littéralement le résumer en 2 phrases ce match. Donc d'abord, t'as... Enfin, parce qu'il l'avait préparé, donc il veut le faire. Bah oui, non, mais c'est fait chier à faire des notes. Comme ça, les gens savent ce qui s'est passé plus ou moins dedans. T'as 3 German suplex de Brock Lesnar à la base. Goldberg qui contre avec 2 spears dans le ring. Un spear à l'extérieur à travers les barrières. Il remonte dans le ring. Spear jackhammer. Brock Lesnar se dégage. D'après les informations que j'ai lues, c'est la première fois que quelqu'un se dégageait du combo Spear jackhammer de Goldberg. Personne ne s'était auparavant dégagé du combo Spear jackhammer de Goldberg. Derrière, les catcheurs se relèvent et au final, Brock Lesnar enchaîne avec 7 German suplex, puis le F5 pour la victoire. German suplex et Spear, en gros, voilà le match. Mais oui, mais c'était pas besoin. Ça va, exactement. Je le disais pareil pour les Survivor Series, c'est le genre de match que tu peux montrer à un mec qui est pas fan de catch. Et c'est pas parce que c'est réaliste. C'est une vraie bagarre, ouais. C'est 2 baraques qui se rentrent dedans. On dit que les montagnes ne se rencontrent jamais. Bien là, si, ce sont 2 montagnes qui rentrent en collision. Et encore une fois, c'est pas le plus grand match de l'histoire du catch. C'est pas forcément ce qu'on aime. On n'aimerait pas un WrestleMania avec que des matchs comme ça. Mais WrestleMania, c'est ça aussi qui est cool. C'est que t'as les Hardy Boys qui reviennent dans un match de l'échelle à couper le souffle. T'as du match féminin avec plusieurs femmes. T'as de tout. Et t'as aussi ça, et ça fait plaisir. 2 petites informations également par rapport à ce match pour ceux qui aiment les stats. Oui, parce qu'il les a notés. Brock Lesnar devient la première personne à devenir champion WWE et universel, car le titre était assez récent, on le rappelle. Et la deuxième information, c'est également dans Wikipédia, cette fois-ci, c'est apparemment Goldberg, ce match contre Brock Lesnar, cette défaite, c'est la première défaite clean de sa carrière. Dans un match 1 contre 1. Ah oui. Il n'aurait jamais perdu auparavant de manière clean. Dans chaque match solo de Goldberg où il aurait perdu son titre, ou en tout cas où il a perdu, ça aurait été à chaque fois avec une intervention, une utilisation d'un objet ou quelque chose. J'ai pas eu le temps de vérifier tous les matchs de Goldberg, je vous avoue. Bah, c'est-à-dire, bon, 98, Starrcade, on le sait, c'est Raj Ramon, Exactement. Scott Hall qui le buzz. Yes. C'est vrai que quand il perd sa carrière à la VTCV, c'est dans un match, je crois, je ne sais même pas s'il était impliqué dans le match, je crois que c'était de Sarge. Je crois qu'il était en équipe, il était en équipe avec son entraîneur. Il l'avait ramené à un moment parce que c'était son entraîneur, exactement, voilà, du au Power Plant. Mais et puis à la WWE, je me rappelle juste pas de quand il a perdu contre Triple H, mais j'imagine que Triple H avait triché. Bah, j'imagine l'évolution. L'évolution. Et puis c'était peut-être, est-ce que c'était pas dans un Elimination Chamber? Ah, possible. En tout cas, il y a un Elimination Chamber. Non, il le gagne l'Elimination Chamber. Parce que je me souviens de Orton qui doit se relever pour aider Triple H. Et puis il se rassoit. Ah non, c'est Triple H. Triple H qui gagne l'Elimination Chamber parce qu'il voit Orton qui va se faire spirer, il se lève, et puis finalement il se rassoit pour laisser Orton se faire éliminer par Goldberg, faire style, mais c'est pas moi. Mais n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à nous dire si vous avez une défaite clean de Goldberg en tête. Si c'est le cas, vous aurez raison sur Wikipédia. On sait jamais, parfois peut-être qu'ils ont tort. On peut passer à l'avant-dernier match, bon ça, c'est juste pour pas mettre 2 gros matchs à la suite d'affilée. Parfois la WWE n'aime pas faire ça. Donc avant l'autre main event, on a d'abord ce 6-pack challenge pour le titre féminin de SmackDown. Nous avons donc Alexa Bliss, la championne, face à Becky Lynch, Carmella, Mickie James, Natalya et Naomi. Naomi, il faut savoir qu'elle a été rajoutée au dernier moment au match. C'était pas sûr qu'elle aurait le feu vert pour WrestleMania. Au final, elle a le feu vert, elle est à domicile, elle est à la maison. Et donc, elle remporte le match. Naomi qui récupère le titre quelques semaines après l'avoir perdu, on le rappelle. Joli moment, franchement, de ce WrestleMania. Et étonnamment, c'est un des moments que je n'ai pas oublié. J'aurais pas pu me souvenir que c'était un 6-pack challenge. Ouais. Mais ça fait, je me souviens parfaitement que Naomi a gagné le titre de SmackDown à Orlando, chez elle. Ça fait partie des jolis moments. Et honnêtement, la réaction de la foule, dans mes souvenirs, était belle. Je veux dire, les gens étaient contents. Alors qu'à WrestleMania, il n'y a pas forcément beaucoup de gens d'Orlando, finalement, dans le stade. Sûr. Mais le match très court, mais voilà, sympa. On aurait peut-être préféré un Naomi en solo pour gagner le match, mais voilà, c'est sympa. Ça met des sourires sur le visage et ça nous prépare au match suivant qui est beaucoup moins sympa, notamment pour l'Undertaker lui-même. On l'a vu dans le Last Ride, petit spoiler pour ceux qui le vivront sur AB1, mais voilà, l'Undertaker, ça fait pas partie des grands souvenirs de sa carrière.
The Undertaker contre Roman Reigns à WrestleMania 33 en main event. Pour décider Who's yard? who's yard. C'est À qui appartient. à qui est le terrain? C'est dommage parce que Taker apparemment avait placé beaucoup d'espoir en ce match. Il voulait notamment en gros passer un petit peu le flambeau Oui. à Roman Reigns lors de ce match. Donc pour eux c'était important, c'était assez important. Undertaker qui a même justement parlé dans ses interviews en disant que s'il pouvait choisir lui, il aurait préféré par exemple que Roman Reigns soit celui qui mette fin à sa Mhm. streak plutôt que Brock Lesnar. Donc, Et honnêtement, je serais du même avis. ah, Bah oui, parce que Lesnar, mine de rien, bon, à WrestleMania 30, c'est pas Reigns qui aurait pu mettre fin à la streak, ça me semble un peu tôt. Mhm. Mais bon, je suis d'accord. Vu que parce que la WWE veut construire sur Reigns. mhm. Lesnar, c'est ce part-timer qui est payé des millions, qui rajoute un peu de légitimité, puis qui permet à la WWE de se faire un peu mousser au niveau de la presse. Mais Roman Reigns, c'est le bijou local, quoi. Et c'est un peu comme... enfin, ouais, c'est le rock de son époque, en quelque sorte. Après, le rock n'a pas eu... J'essaie de me souvenir, mais il n'a pas eu de match comme ça, référence, qui fait que, bam, il est passé de pas star à superstar. Non, C'est pas allé vraiment, je doucement, pense pas, ouais. c'est grandi doucement, mais Roman Reigns, ça aurait pu. Et effectivement, je trouve que ça aurait été... surtout quand on voit aujourd'hui le boulot qu'il fait, le personnage qu'il a, ça aurait pu être une évolution encore plus incroyable dans sa carrière. Je pense que déjà 23 minutes c'était peut-être un petit peu trop long pour ce Taker. Le Taker était pas prêt, il sortait d'opération, c'est très bien raconté dans le Last Ride. Ouais. On voit vraiment comment physiquement il est pas là, et il se dit ça peut passer, et en fait ça passe pas. Ça fait mal honnêtement quand tu regardes ça, parce qu'il y a certains mouvements signature, notamment quand vous êtes sur les pile drivers et qu'il essaye de le contrer. The Undertaker qui n'arrive pas en fait à se jeter pour que Roman Reigns le rattrape, donc Roman Reigns qui doit le lâcher carrément pour pouvoir continuer le match. Ça, c'est ouais, honnêtement, en tant que Même fan, la fin. ça brise le cœur un petit peu en fait La de voir The fin, quand tu vois Undertaker le galérer Taker comme ça. perdu dans le ring, Ouais, j'avais l'impression de revoir un vieux match de l'Ultimate Warrior qui avait tendance à courir dans les cordes, et son adversaire qui se tournait, qui ne savait pas quand est-ce que le coup de bélier porté à la C'est volée vrai. allait arriver. Là, c'est le spear de Roman Reigns. Et Mhm. Taker, il croit qu'il arrive, mais non. Reigns fait encore un aller-retour. Ouais, ça crève le cœur, quoi. le Last Ride, comme l'a dit Christophe, on vous le conseille parce que Taker explique en détail à quel point en fait ce match du coup l'a un petit peu traumatisé, Ouais. un petit peu traumatisé parce qu'après ça il n'était pas sûr de pouvoir revenir l'année d'après, mais en même temps du coup il avait quelque chose à prouver. Parce que pour info, donc le match se termine avec une victoire bien entendu de Roman Reigns. Là, le finish, c'est le spear. Après, avec l'Undertaker qui est au milieu du ring un peu perdu. Et à la base, ça devait être son dernier match. C'est ça, c'est que À la derrière base, après... ils en discutent dans les backstage, vous le verrez encore une fois dans le Last Ride sur A1. Ils discutent dans les vestiaires, ouais, c'est mon dernier ce week-end, hein, à moi, bon, évidemment, il va me rappeler, parce que bon, il sait bien l'Undertaker qu'on va le rappeler, et puis après un match comme ça, lui-même veut se rappeler tout seul d'ailleurs. Allô, oui, c'est moi. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je t'appelle. Ah bah d'accord. Non, mais voilà, donc, mais à la base, c'est censé être le dernier. D'où toute cette fin qui finalement va quand même faire oublier le match et qui presque colle parce qu'il y a un côté d'échéance, quoi. Il y a un côté le match a été horrible à sortir, on le sent que ça a été comme un accouchement qui est difficile. L'Undertaker a vraiment eu beaucoup de mal et puis il pose son truc par terre et là il y a cette image mythique de notre ami Sylvain Guernalec, notre camarade du Catch Corner notamment, ancien camarade de commentaires aussi, avec son ami, mais maintenant j'ai oublié son prénom, je suis désolé, Morin, je crois, qui sont filmés, tu sais. Oui, je vois la photo de parce Sylvain. qu'elle est souvent utilisée, cette vidéo Cette vidéo, d'archives plutôt, je veux dire, ouais. de la WWE. Oui, non, mais parce qu'il l'a aussi en photo. Évidemment, le mec en a fait des t-shirts. Quand tu vas chez lui, il te file le briquet. T'as mon briquet WrestleMania 33? Non, t'as pas mon. Attends, je te file le paquet avec. Mais on voit bien, il Non, était mais- sous le choc, quoi. Le vrai fan. Ouais, comme tout le monde, ouais. tout le monde, nous aussi. Et moi, en le recommentant pour la chaîne Équipe, je crois que on l'a recommenté au téléphone à ce moment-là. C'est le WrestleMania qu'on avait commenté parce qu'il n'avait pas de VF et que les autres avaient été diffusés en québécois. Celui-là, on avait dû le recommander et on n'avait pas encore tout le montage technique. C'était quelques semaines après la mise en place du confinement et on avait donc fait ça en duplex téléphonique. Donc le son était dégueulasse. Mais malgré ça, moi j'avais ressenti encore cette émotion forte en sachant parfaitement qu'il allait pas arrêter. Mais
bah, bon, après c'est un peu mon travail, hein, je m'étais remis dans le contexte comme si je ne savais pas, comme si je n'existais pas. Voilà, hein, Raled. Pour Raled, justement, c'est ce que certainement doivent dire les gens de l'autre côté. Aled. Il n'avait pas compris, le pauvre. Non, mais voilà, je m'étais remis dans l'ambiance et enfin, voilà, j'étais ému parce que c'est bien fait. Après, c'est décevant. Le fait que bam, il revient et on est déçu et si et ça, mais ce moment-là, ça fait presque oublier la déception du match. Il y a toute cette mise en scène, donc il a ses gants, il a son chapeau, il a sa veste dans le ring, Ouais. il s'en va sur l'entrée, il lève son bras. Standing ovation dans le public à Bah ce oui, moment-là. parce que tu te dis, j'ai vécu un truc de ouf Ouais. là. Là, le match, bon, était pas à la hauteur, mais putain, c'était le dernier match du Taker. C'est vrai. C'était à WrestleMania et j'y étais, les gars. Mais totalement, totalement. Donc bon, c'est une déception peut-être dans la carrière de The Undertaker. Et enfin, je saurais même pas dire si on est trop dur avec lui parce que bon, c'est pas une catastrophe totale non plus quand même. Non, mais on a tellement c'est été Taker, habitués. voilà. Donc on s'attendait quand même à. Après Taker Michaels, après Taker Triple H. C'est ça. C'est vrai que ça fait mal, c'est un petit peu. Parce se que rattrapera. Taker Lesnar, c'est déjà pas la grande joie. Taker Punk, c'est pas mal. C'est Mais pas Taker Lesnar, on sait qu'il y a la commotion cérébrale. Bon, voilà, Taker Wyatt, c'est pas non plus génial, mais bref. D'ailleurs, Taker Wyatt, qu'est-ce que je raconte? Ça a eu lieu, ça, Taker Wyatt? Ça a eu Je lieu, me Taker l'invente. Wyatt. Non, Ça a eu lieu. Ok. Ça a eu Tout lieu. Merci. Donc voilà, c'était Merci juste de me pour rassurer. citer ce petit main event qui a été vraiment historique. Et honnêtement, WrestleMania 33, moi je trouve que c'est un des meilleurs. Comme je vous l'ai dit, je le répéterai, mais très très bonne expérience. Apparemment, tu as adoré, mais attention, on termine. Notre plus grande humiliation de notre carrière. Alors que se passe-t-il? Donc, déjà, le show se termine. Bon, on repasse à travers le public. Le public a déjà un petit peu vidé les lieux. Je l'ai déjà dit, mais c'est là où vous vous rendez compte, putain, les Américains, mais Ouais, qu'est-ce les qu'ils porcs. consomment? C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Non, vraiment, ça c'est un truc à vivre. À la fin d'un WrestleMania, si vous avez la chance d'y aller, restez. De toute façon, rien que juste pour vous dire, je suis à WrestleMania, donc je pars le plus tard possible. Et il y aura des bouchons, donc ça sert à rien c'est comme quand vous allez au stade de foot, soit vous partez un quart d'heure avant la fin, soit vous restez jusqu'à la toute fin. C'est dégueulasse par terre, vraiment, les mecs ils jettent tout, c'est sale, enfin bon. On retourne dans notre petite loge pour nous changer, hein, dans les toilettes, hein, parce qu'on n'a pas de vraie loge, hein, donc on se change dans les toilettes de notre petite salle de préparation. Et puis, je ne sais plus qui nous dit, ah les gars, vous venez à la fête là? La fête? Bah oui, la fête d'après WrestleMania. Et là, on voit Tom Carlucci et son assistant qui se regardent, genre, mais pourquoi il leur dit ça, ce con? Ah, mais on sait pas, non? Il y a une fête après WrestleMania? Et en fait, oui, on le sait. Oui. Mais bon, il y a une fête tous les ans après WrestleMania où les employés de la WWE sont invités. Et voilà, c'est une grande fête où, je le répète, tous les employés de la WWE sont invités. Et on dit, bah oui, pourquoi pas? Bah ouais, avec plaisir. Ouais, bah ouais, on va venir, oui, hein, Philippe, ouais, on va venir. Puis là, t'as discretos, l'assistant de Tom Carlucci, parce qu'à mon avis, Tom a pas osé. Viens nous voir, les gars, vous n'êtes pas invités. Pardon? Bah, vous n'êtes pas invités, les gars. Non, on peut pas y aller? Non, bah non, on pouvait pas y aller. Ah, bon. Par contre, on s'était dit un truc avec Philippe. Vu que là, c'est toujours le bordel, parce que comme on vous l'a dit, nous, on se débrouille pour repartir des arènes. Là, c'est chaud. T'as 75 000 personnes qui partent d'un stade. Va appeler ton Uber. Donc, on s'était dit avec Philippe, ça vous dérange si on profite de votre minibus pour rentrer avec vous jusqu'à votre hôtel? Et puis de votre hôtel, nous, on ira à notre hôtel. Parce que, ben, comme ça, au moins, on quitte le Bah stade, oui, c'est quoi. plus simple. Et puis, il n'y aura pas enfin, ce sera pas le même bordel à votre hôtel comme ici dans le stade. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ah oui, venez avec nous. Donc là, on récupère nos affaires, on sort du truc. C'est là que je revois la femme. Et je fais, ah là, attention, là, j'interviens pas dans le match. Tout va bien. Elle rigole. On rentre dans le minibus, on fait la route. Il faut savoir que Orlando, c'est pas tout petit quand même. Hein. Et leur hôtel à eux, le resort, golf et tout le truc, c'était à l'autre bout de Miami quand même. Hein. Donc bon, on s'est un petit peu avancé, mais c'était quand même pas tout près. Et on arrive donc à leur hôtel, et là, on dit au mec, écoutez, on a un petit peu l'habitude. Le plus simple, c'est qu'on rentre, qu'on aille au lobby de l'hôtel et qu'on leur demande de commander un taxi. Parce que les taxis sont quand même vachement plus réactifs quand c'est l'hôtel qui téléphone. Parce que voilà, ils sont habitués à bosser avec les hôtels et ils veulent que les hôtels les appellent. Donc, quand un hôtel appelle, au bout de 5 minutes, direct ton taxi il arrive.
Donc les mecs disent oui, d'accord, pas de problème. Donc, on rentre dans l'hôtel avec eux, et là, bah, fiesta, 1000 personnes, j'exagère, mais des centaines de personnes, fiesta, party partout, la fête totale. Et on voit que l'assistant de Tom Cruise, il nous suit. Parce que le mec, il veut pas qu'on s'arrête. Il veut pas qu'on picole un verre. Non, 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 vous allez au lobby. Donc, attendez, je vous accompagne. Donc, il nous suit jusqu'au lobby. On commande notre taxi. Là, on voit nos amis allemands. Ouais, les gars, alors, vous venez boire un verre? On peut pas, on n'est pas invité. Mais sérieux? Ouais, on n'a pas le droit. L'assistant de Tom Cruise. Bon, les gars, maintenant, vous avez commandé votre taxi. S'il vous plaît, sortez de l'hôtel. Hein, vraiment? Ouais, non, vous sortez de l'hôtel. Mais vraiment? Bah ouais, les gars, vous n'êtes pas invités, je suis désolé. Et donc, ils nous escortent jusqu'à la sortie de l'hôtel, devant l'hôtel, à l'extérieur, là où il y a une petite placette, en quelque sorte, et tu sais, l'arrivée en cercle. Oui, Donc, en plus, c'est un truc resort, c'est un cercle gigantesque, hein, ça fait presque 500 mètres de circonférence, tu vois. Les voitures arrivent, descendent, t'as des mecs qui prennent leurs clés, boum, ils vont les garer. Et ils nous déposent là. Et ils restent un peu avec nous. Et là, on comprend que, tu vois, il reste avec nous pour être sûr qu'on ne re-rentre pas. Et on dit, écoute, t'inquiète pas, tu peux y aller, va profiter, parce que pour lui aussi, tu vois, on comprend, c'est pas de sa faute, je pense. Et ils nous ont fait ce coup-là parce que ils veulent pas que on soit dans la fête, que quelqu'un remarque qu'on soit là. C'est qui ces gars-là? Ah, c'est les Français. Ah, c'est Carlucci qui les a fait venir. Oh putain, c'est quoi ce merdier? Donc, ils ont fait en sorte que mais ils nous ont escortés et tout le truc, quoi. Enfin, moi, je me suis rappelé comme quand j'étais jeune et que je rentrais pas en boîte. Enfin, quand j'étais jeune, à cette époque-là, finalement, parce que là, j'y vais plus. Voilà. Mais, et donc, et c'est là le truc le plus frustrant, c'est qu'en fait, on est là, devant le truc, avec nos 2 valises, habillés en truc parce qu'on s'était pas changé, et on voit les mecs arriver. Donc, t'as les gars du Hall of Fame qui arrivent, t'as les gars qui étaient pas Hall of Fame, mais Kevin Nash, X-Pac, des catcheurs qui nous connaissent. Eh les gars, vous venez boire un verre? Oui, on vous rejoint tout de suite. Parce qu'à un moment, t'en as ras le cul de leur dire non, on n'est pas invité, on peut pas rentrer. Oui, on arrive. Et en fait, ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'ils avaient invité, mais j'ai dit 1000 tout à l'heure, mais il y avait sans doute plusieurs centaines de personnes. Ce qui fait qu'il y avait un putain d'embouteillage de 5 km autour de ce putain d'hôtel. Ce qui fait que notre taxi, il a mis 1h30 à arriver. Donc nous, on est restés comme 2 glands pendant 1h30, avec, voilà, il y a pire dans la vie, hein, mais les pieds qui font mal parce que tu as tes godasses de costume que tu mets une fois par an, tu crèves de chaud, tu as sué toute la journée parce que tu es debout depuis 6h du matin. Nous, on n'a pas pris de douche depuis 6h le matin, on a fait WrestleMania, Facebook Live, tout ça, et tu vois toutes les superstars passer. Certaines ont juste le temps de se bourrer la gueule, de ressortir. Et nous, on est encore là comme 2 cons avec nos putains de valises. Excusez ma vulgarité, hein. Mais ça a franchement été, comme je l'ai dit, l'un des moments les plus humiliants de notre vie, parce que autant moi, je suis jamais rentré en boîte, autant Philippe, il a été DJ et tout, il a vécu dans les îles, tu vois, dans des petits endroits où t'es DJ animateur radio, t'as un petit peu la resta, tu vois, donc il a connu les trucs VIP, les trucs comme ça, on lui a jamais fait le coup. On l'a jamais escorté jusqu'à un endroit pour que tu appelles un taxi, puis escorté jusqu'à l'extérieur pour être sûr que tu reviennes pas. Donc ça, il était un petit peu vénère. Et moi, je lui disais, moi j'ai l'impression de revivre ma vie de tous les jours. Enfin, franchement, super. Je suis venu à Orlando pour vivre ma vie de Strasbourg, tu vois. Je rentre pas en boîte. Les autres commentateurs étrangers étaient invités à la fête? Oui. Les Japonais, les Chinois, mais ils étaient tous sous contrat. Okay, ouais. Et en toute honnêteté, nous serons invités à la fête, pareil, au MetLife Stadium. Sauf que cette année-là, ça sera plus du tout pareil, ça sera les catcheurs d'un côté et les équipes techniques commentateurs de l'autre. Donc après le MetLife Stadium, on sera invités nous aussi à cette fête, mais ça sera là les choses auront changé, ça sera plus tout le monde en même temps. D'un côté, vous aurez dans un bel hôtel, on n'y sera pas, les superstars, les légendes et tout. Ah, et c'est puis... carrément dans 2 endroits différents. Ah oui, bien sûr, oui. Et nous, au MetLife Stadium, dans une petite loge, un bar interne du MetLife Stadium avec les autres commentateurs, les équipes techniques, les attachés de presse, tout ça. Et voilà. Mais ce soir-là, on a vu tout le monde, et tout le monde était là. Et au moment où ils nous escortent pour aller de nouveau dehors, on croise les autres commentateurs, et ah bah vous êtes là finalement, allez on vous offre un verre. On n'a pas le droit. Et t'as l'assistant, du coin de l'œil, tu vois que arrêtez de leur proposer, quoi. Parce que c'était gênant pour lui aussi. Bien le mec, sûr, c'est pas son plaisir de nous foutre dehors, quoi. Mais lui, il obéit, quoi. Bah, il fait ce qu'il... Oui, bien sûr, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, on s'est fait jeter comme des vieilles merdes. Ouais. Et non, mais c'est là où tu...
Tu C'est passes pas de très WrestleMania, cool, ouais. C'est pas très cool. WrestleMania, truc, on regarde les réseaux sociaux, putain, vous êtes incroyable, vous avez mis le feu et tout, putain, vous devez vivre un truc de dingue, et puis finalement, tu restes 1h30 devant parking, l'hôtel à voir enfin, les mecs ouais. arriver, à attendre un taxi qui n'arrive jamais, assis par terre, parce qu'au bout d'un moment, on s'est assis par terre comme deux vieux, voilà, deux vieux gars, quoi. Épuisés par physiquement et puis et psychologiquement, parce que c'est nerveusement difficile quand même une journée comme ça. Il n'y en a qu'une par an, donc ça va. Notre boulot et notre vie n'est pas si dur. Mais tu finis la journée, tu te dis, en fait, je suis une merde, quoi. Voilà. Le week-end avait bien commencé. On a eu quand même 2 très très bons moments et un beau WrestleMania. Cette petite fin est un petit peu triste. Mais bon, voilà, comme Oui, tu bah dis, avec le recul, franchement, on s'en fout aujourd'hui, hein, mais... vous étiez pas sous contrat, voilà. Non, donc mais voilà, on a c'est- compris il y avait direct, des hein. règles. Mais ça n'empêche que c'est humiliant, mais on a compris Mais parfaitement oui, ce qui voilà. s'est joué là, hein. C'était pour les employés et tout, c'est un petit peu le cadeau de Noël, parce que le WrestleMania c'est le Noël de la WWE, pour les employés, nous ne sommes pas employés, bah, ça nous rappelait bien qu'on faisait pas partie du truc, tu vois, voilà, non, vous faites pas partie de l'équipe totalement. Mais voilà, après on a compris, mais c'est juste le côté, tu sais, tu vis Ça fait mal, tu vis ta journée, ouais. c'est WrestleMania, tu vois, t'es ton truc, et puis tu redescends à une vitesse, que tu rentres à l'hôtel, il est 3h du mat, t'as pas bouffé. Parce que là, évidemment, c'est WrestleMania et qu'on devait prendre le minibus avec les autres, donc on n'a pas pris le temps d'aller chercher de la bouffe et tout. Donc on n'a pas mangé. On n'a même pas bu un petit verre, tu sais, c'est WrestleMania. Donc t'as quand même envie de te dire, bon voilà, il s'agit plus de me remettre la tête à l'envers comme à l'époque, juste boire une petite bière, moi une petite bière et Philippe une petite vodka, il aime bien la vodka. Il en boit jamais, hein, mais par-ci par-là, un petit coup. Mais non, rien, tu rentres, il est 2h30, 3h du mat dans ton hôtel, tout est vide, tout est fermé, il n'y a plus rien à manger, tu rentres dans ta chambre, tu te changes, tu sais que le lendemain matin tu repars en France, et voilà, tu t'es passé de la journée de ouf à... Voilà. Écoute, il nous reste 1 minute de carte mémoire, donc bon, on va s'arrêter sur cette petite déception, mais on continuera à partir de l'épisode suivant pour le reste de WrestleMania. Et bon, vous aurez plus de mauvaises expériences comme ça au 34 et au 35, on va Ah dire. non, il y aura d'autres très grands moments dans Voilà. les prochains WrestleMania, croyez-moi. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Et on enchaîne avec le post WrestleMania 33 dès la semaine prochaine. Ça m'a fait peur. Bah, on sera là, en tout cas nous, vous j'espère également, et bah, je vous embrasse très fort, et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.